Bonsoir mesdames et messieurs, le point sur l'actualité sur For You Media Africa. Votre fidélité nous honore. Merci à vous une fois de plus. On rappelle, comme tous les soirs, que vous pouvez nous suivre en direct de notre application For You Media Africa, mais aussi votre radio, la 96.3 FM For You Radio, sans oublier nos différentes plateformes Facebook, YouTube, mais aussi WhatsApp. Vous pouvez nous suivre en direct là-dessus. For You Media Africa, suivez nos émissions, participez, contribuez tout simplement. Alors, les thématiques de ce soir, on parle de cette tension. Certains parlent de tension, d'autres de conflit entre la République démocratique du Congo et aussi le Rwanda de Paul Kagame. Dans une sortie toute récente, le président congolais Félix Tshisekedi, voilà le président de la RDC, il a fait beaucoup de déclarations, mais celle qui retient notre attention ce soir, c'est qu'il a laissé entendre qu'au point où ils en sont, entre bien sûr son pays et le Rwanda, le scénario d'une guerre entre les deux pays n'est pas impossible. Alors, est-ce qu'on peut penser que cela pourrait arriver à ce niveau? Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, ce conflit n'est pas résolu? Pourquoi les deux dirigeants africains si proches ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente? Pourquoi aujourd'hui, on pense qu'une guerre peut être possible entre ces deux États? On en parlera tout à l'heure. On écoutera bien sûr également cet extrait du président Tshisekedi. Et puis pour sortir le conflit israélo-palestinien, Pretoria, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, dépose plainte contre Israël à la Cour pénale internationale. Alors l'Afrique du Sud, clairement, qui prend position à travers justement cette plainte. On va analyser la position de l'Afrique du Sud qui aujourd'hui rejoint, en tout cas, vient renforcer les voix de quelques, parce qu'ils sont quelques États aujourd'hui qui ont condamné l'agression justement d'Israël contre la Palestine. Ce sera notre seconde thématique et rapidement, sans plus tarder, on fait le tour pour la présentation de notre panel de ce soir. Passion Parfendom, bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir la grande dame, la grande royale. Bonsoir. La grande prêtresse du panafricanisme, Jeanne Manuela Sikendoumbé, c'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de répondre à vos invitations et pour pouvoir partager avec nos amis, avec nos frères panafricains et africains tout court, n'est-ce pas, les problématiques qui sont au cœur, au centre de nos préoccupations actuellement. Bonsoir à nos valeureux techniciens, merci pour le formidable travail que vous abattez au quotidien. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Ils sont de plus en plus nombreux. Manuela Sikendoumbé, je peux vous le confirmer, sans oublier nos téléauditeurs. Et je suis convaincu que dans les jours à venir, n'est-ce pas, la palette des applications ou For You Media, Africa TV pour RTV et même radio, je vais prendre encore un peu plus de l'ampleur. Il y a de nouveaux bébés qui arrivent. Merci pour cette invitation. Merci à vous, Passion Parfendom, l'autre invité sur ce plateau, le président Matomba, homme politique. Merci à vous, cher monsieur. Merci, Madame Siké, de me faire, n'est-ce pas, l'amitié de m'inviter sur votre plateau. Bonsoir au doyen Parfendom. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec Merci, vous. Président. Et bonsoir, n'est-ce pas, aux millions de téléspectateurs à travers le monde. Merci à vous, président Matomba. Alors, avec le concours de la réalisation, ce sera sans transition pour aborder la première problématique de cette soirée RDC-Rwanda. Ces propos de président Félix-Antoine Tshisekedi. On prend cet extrait, ensuite on revient sur le plateau. Conseil de sécurité des Nations Unies, et ils disent craindre une guerre directe entre le Rwanda et la RDC. Oui, mais à cause de qui? Les craintes sont là, d'accord. Mais guerre directe. À qui la faute? Donc nous sommes Est-ce qu'on est au bord les d'une victimes. guerre, Monsieur le Président? Mais, moi, je n'exclus aucun scénario. Nous sommes les victimes. Donc on n'a pas regardé dans notre direction. Il faut regarder dans la direction de ceux qui sont coupables de cette agression, de cette situation. Et nous disons, après avoir appelé plusieurs fois la communauté internationale à intervenir par des sanctions contre le Rwanda,
Si celle-là tarde à venir, nous allons nous protéger nous-mêmes. Nous allons utiliser nos propres moyens pour nous défendre, défendre nos populations. Y compris les armes. Mais à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que par les armes? Combien de soldats rwandais, d'après vos informations, sont sur le sol congolais? Des milliers. Des milliers? Oui, ils sont là par milliers. Par milliers? Oui. Est-ce que Paul Kagame, pour vous, est le véritable chef du M23? Bien sûr. D'abord, le M23, c'est une coquille vide. Ce sont les RDF qui se battent. Mais nous en avons les preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec les armes que nous avons, la technologie que nous avons, nous les voyons. Nous avons des images. Je ne parle pas en l'air. Je parle sur base de faits avérés. Les images sont là, et de leurs cadavres, et même lorsqu'ils ils s'amoncellent pour porter leurs attaques. Nous avons tout, et pas que nous. L'ONU, les Nations Unies, ils ont aussi les mêmes images. N'oubliez pas que la mission de la MONUSCO est encore à l'est du pays, à Goma. Début octobre. Merci à la réalisation pour cet extrait, cet élément. Le président Tshisekedi qui le dit sans embâche, il le pense d'ailleurs à la question, hein, bien sûr, du journaliste Monsieur Paul Kagame, président du Rwanda, c'est le véritable chef du M23. On commencera peut-être par cela. Passion parfaite, dans votre avis? Ben, écoutez, je commence d'abord par un vœu. Oui. Vraiment, je souhaite qu'il n'y ait pas la guerre entre le Rwanda et le Congo. Et le Congo, oui. Je souhaite que tout soit fait, que tous ceux qui ont encore la possibilité de tout faire pour écarter ce gros nuage, apparemment, qui commence à prendre de l'espace. Tout à fait, oui. Dans ce ciel brumeux déjà entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, qui fassent tout pour éloigner ce gros nuage-là, parce que les dégâts seront terribles. Ouais. Les dégâts seront terribles pour les deux pays. Les dégâts seront terribles pour la sous-région. Oui. Les dégâts seront terribles pour les populations des deux côtés de cette frontière. Et même l'Afrique peut en pâtir, parce que c'est une guerre qui peut avoir des ramifications et des conséquences même au-delà des frontières de ces deux pays. Donc je crois sincèrement qu'on n'a pas du tout intérêt, on ne peut pas se payer le luxe d'envisager une guerre. Voilà, une hypothèse aussi sombre que celle d'une guerre entre ces deux pays. Maintenant, le président Tshisekedi l'a dit, d'autres mauvaises langues peuvent penser que, bon, dans le cadre d'une pré-campagne, il essaie de s'attirer une certaine sympathie de la population. En étant radical comme il a été, oui. Il n'a pas hésité à indexer le président rwandais Paul Kagame comme le principal chef responsable de M23. Peut-être c'est une manière de mettre davantage la pression sur Paul Kagame, mais aussi une manière de rassurer et de mettre un peu en difficulté ses adversaires qui, sur le plan local, estiment qu'il a été assez mou en termes de réponse vis-à-vis de Paul Kagame par rapport à cette situation que nous déplorons tous. Nous sommes à l'approche d'une élection. Il faut montrer un président qui est décidé, un président qui est ferme, un président qui ne badine pas avec la défense des intérêts et de son peuple et de son pays. Je crois que le président Tshisekedi essaie de se mettre dans cette peau-là. Mais il faut qu'on fasse attention pour que la surenchère verbale ne se transforme pas, qu'il n'y a pas un dérapage. Vous pensez que les propos sont un peu exagérés? Ce n'est pas ce que je dis, mais ça peut être perçu comme ça de l'autre côté. Donc il ne faut pas qu'il y ait un dérapage qui puisse aboutir à une confrontation armée réelle, se matérialiser en termes de confrontation armée, avec les dégâts que nous avons soulignés en amont. Vraiment, il faut tout faire pour que cela ne puisse pas arriver. C'est l'occasion pour moi d'interpeller une fois de plus l'Union africaine et les pays autour de cette zone-là, vraiment pour que tout soit fait, pour qu'on puisse ramener ces deux acteurs sur une table de négociation et qu'on privilégie la voie de la négociation et du dialogue au lieu des canons, parce que quand les canons vont commencer à tonner, comme le savait pertinemment, une guerre, on sait comment elle commence, on ne sait jamais comment elle se termine. Je peux vous assurer que les conséquences seront terribles, pas seulement pour ces deux pays, j'insiste lourdement là-dessus, mais pour toute la sous-région, même jusqu'au-delà de cette région, les conséquences peuvent être dramatiques. Donc,
une fois de plus, que les gens sachent raison garder, que ces leaders sachent raison garder, l'Afrique les regarde. C'est vrai que cette question-là, elle commence à traîner. Elle a déjà fait couler beaucoup d'encre et même de salive. Il faut absolument qu'on essaie d'arriver à une espèce de modus vivendi pour que la voie de la sagesse et du dialogue vraiment prenne le pas sur les canons qui sont en train d'être huilés et les sabres qui sont en train d'être affûtés, on ne sait où. Et vous savez maintenant, ça, je parle sur le côté du président Matomba, c'est ce qu'attendent nos ennemis. Justement que des situations comme celle-là commencent à donner l'impression de prendre corps pour que rapidement, eux, ils viennent avec des propositions les plus perfides les unes que les autres pour ajouter de l'huile au feu et provoquer justement la déflagration. Vous savez que ce sont des experts de pêche à nos troubles et c'est là dessus qu'ils trouvent toujours leur épingle de jeu. Donc faisons attention, ce n'est peut-être pas qu'une question d'ordre électoral et il peut y avoir un dérapage extrêmement violent que personne ne pourra plus contrôler après. C'est le moment d'agir pour que cette affaire-là ne dégénère pas et soit totalement hors de portée pour nous tous. Merci pour ce premier jet, Passion Parfendon, président Matomba. Le président Tshisekedi le dit également, nous sommes les victimes. Il le dit, nous allons nous protéger par nous-mêmes, donc s'il le faut, parce qu'il dit, la communauté internationale est au courant de cette situation, en tout cas, rien ne semble avoir été fait, alors nous allons nous protéger, même si c'est par les armes. Et déjà, il faut noter que la communauté internationale se moque de ce qui se passe de ce côté-là. Lorsque ce n'est pas elle qui est à la cuisine, si vous voulez. Vous savez, le problème de la République démocratique du Congo et du Rwanda, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est un problème très vieux. N'oubliez pas, Madame Siké, qu'on a des forces de maintien de la paix qui sont, c'est la MONUSCO, la MONUSCO, tout à fait. En République démocratique du Congo depuis près de 20 ans. Oui. Ces forces de maintien de la paix justifient leur présence par quoi? S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de force de maintien de la paix. Donc il faut d'abord comprendre le premier intérêt pour que ces forces se déploient. Et puis il faut savoir que, madame, je vais vous prendre un petit exemple. Les Nations Unies avaient, ou ils ont encore, un programme, une agence à leur sein qui s'appelait Programme des Nations Unies pour le développement. Ok. Alors il se trouve que le PNUD, oui. Il se trouve que le PNUD était installé dans plusieurs pays, avec des agences un peu partout. Et à un moment, comme les donateurs des Nations Unies se sont rétrécis, il y avait moins de fonds, on a regardé quelles sont les agences dont on pouvait supprimer les charges et supprimer complètement l'existence. Oui. Parmi ces agences, il y avait le PNUD. Vous allez voir que les agissements aujourd'hui du PNUD sont très minimes par rapport à hier, et par rapport à il y a quelques années. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il y ait conflit pour que les agences de maintien de la paix existent. Ne partez pas du principe que la guerre, c'est juste une confrontation entre deux. Non, la guerre, c'est un mécanisme pour engranger l'argent et entretenir, n'est-ce pas, une masse et même l'économie. Pourquoi je le dis, Madame Siké? Il y a deux choses que vous perdez de vue. Les entreprises les plus cotées, ou alors les entreprises qui contribuent à grande hauteur dans des économies, sont d'abord, américaines comme françaises et autres, sont des entreprises d'armement. Mais vous pensez que ces entreprises vont trouver du marché où? Si il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de problème, de troubles, elles vous trouveront des armements où? Maintenant, sortons du cas de l'armement. Allons dans les agences. Ces agences existeront comment? Parce que le justificatif pour qu'elles bénéficient de l'argent et des soutiens, c'est que nous partons travailler, maintenir la paix. En parenthèse. Et c'est pour ça que vous allez voir ces agences existent. Et elles sont même imposées. Vous allez voir, regardez, il y a un cas qui s'est passé hier au niveau du Conseil de sécurité, le renouvellement, n'est-ce pas, sans l'avis des autorités centrafricaines du mandat de la MINUSCA. Donc vous voyez, on s'assoit dans un pays. Et puis aux États-Unis, particulièrement à New York, aux Nations Unies, bon, parce que quand on le dit, c'est pas comme c'était les Américains qui le faisaient, même si ce sont les Américains qui le font en dessous. On s'assoit aux Nations Unies et on dit non, on maintient notre mission là-bas, même lorsqu'on sait que M. Touadéra a réussi à reconquérir 95% de son territoire et les 5 qui restent
pratiquement, il a 97% autant pour moi. Les 3 qui restent, il est en train de reconquérir. Ben, vous y restez pour faire quoi? Pour maintenir la paix entre qui et qui? Et ça nous renvoie à cette figure de style qui voudrait que lorsque des hommes portent des armes en Afrique contre leurs différents États et gouvernements, on les considère comme des groupes armés, comme des rebelles. Ailleurs, ces mêmes personnes sont considérées comme des terroristes. Mais chez nous, on trouve des mots pour les embellir. Donc, il faut aujourd'hui que ce langage de terroriste, qu'il s'applique, n'est-ce pas, à tous ceux qui portent des armes contre leur nation ou contre leur gouvernement. Il y a 1000 manières, n'est-ce pas, de manifester son mécontentement vis-à-vis de la gestion d'un pays. Mais je crois pour ma part que les armes sont un dernier ressort qu'il faut, n'est-ce pas, solliciter. Parce que, en réalité, lorsque vous sollicitez ce chantier-là, d'ailleurs, vous ne savez pas si vous sortirez de là vivant, mais vous savez que vous pouvez commencer et vous ne savez pas quand vous allez finir. Madame Siké, lorsque j'ai dit cela, il faut donc comprendre que le conflit qui existe et qui perdure dans le Nord Kivu est fait à dessein, est entretenu. Parce qu'il faut que l'industrie de l'armement existe, résiste. Attention, résiste. Il faut que les hommes qui sont autour de ces agences qui ont trouvé pour profession mandataires des missions de maintien de la paix, parce qu'il faut dire que si ces missions disparaissent, Madame Siké, vous pensez que ces hommes-là seront reconvertis ou on va les envoyer où immédiatement? Mais c'est de l'emploi. En fait, il faut que les conflits existent pour que ces hommes aient de l'emploi. S'il n'y a pas de conflit, il n'y aura pas d'emploi pour ces derniers. Donc ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier et il ne faut pas négliger. Maintenant, vous avez un pays, le Rwanda. 26 338 km². Pour une population sensiblement de 13 millions 46 000. Bon, on peut dire pratiquement 15 millions d'habitants. Vous avez un autre à côté. 2 345 km². RDC, la République démocratique du Congo, pour pratiquement 100 millions d'habitants. Pensez qu'en temps normal, on parlerait de conflit entre ces deux États. Ben, admettons que les Congolais décident même de marcher à pied, ils disent qu'ils vont envahir le Rwanda. Ils vont le faire, même sans armes. Vous parlez de plus de 100 millions d'habitants contre 13 millions d'habitants, Madame Siké. Maintenant, pourquoi est-ce que ce conflit existe? Est-ce la faute à Kagame ou la faute à Tshisekedi? Je pense pour ma part que non. Ils sont des instruments de ceux-là qui, pour eux, existent grâce à l'Afrique, au pillage de l'Afrique. J'ai parlé tout à l'heure de l'industrie d'armement. Mais il n'y a pas que ça, Madame Siké. Il y a le pillage du Nord Kivu. Vous savez ce que représente le Nord Kivu? Le Nord Kivu à lui seul, c'est 59 000 km², c'est-à-dire que ça dépasse tout le Rwanda. C'est dans ces zones-là que vous avez ceux-là qui sont venus, entre parenthèses, dire depuis plus de 20 ans qu'ils maintiennent la paix, mais les zones sont toujours déstabilisées. Il n'y a pas de paix qui arrive. Il y a du désordre. Mais maintenant, il faut trouver la meilleure parade. Ben, Tshisekedi, écoute, on lui donne les mêmes qui donnent le renseignement à Tshisekedi, c'est les mêmes qui donnent le renseignement à Kagame. Il faut l'attaquer. Ce n'est pas aujourd'hui que Tshisekedi, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il tourne sur le Rwanda, il dit, et il le dit de façon crue, sans habillage. Mais alors, est-ce que nous avons besoin d'un conflit en Afrique et entre deux pays frères? Parce qu'il s'agit de cela, deux pays frères. Je pense pour ma part que non. Non, l'Union africaine est très impuissante, encore moins l'ONU. Je dis bien, l'Union africaine est très puissante, quelle que soit la position de l'Union africaine, qui n'est d'ailleurs pas contraignante pour les États. Parce qu'en réalité, elle n'a pas de pouvoir. Ce n'est pas l'ONU qui peut dire stop à un conflit entre la RDC et le Rwanda, quand on sait que l'ONU a été dépouillée de son pouvoir depuis des lustres. Voilà le conflit israélo-palestinien, l'ONU ne parvient à rien faire. Bon, c'est vrai que nous avons appelé toutefois plusieurs fois à la refondation de cette histoire-là, pas à la réforme, mais à la refondation de l'ONU, pour que cet organe puisse avoir véritablement de pouvoir. Mais alors, Madame Siké, il y a que cette guerre est attisée. Tshisekedi n'est qu'un instrument, Kagame n'est qu'un instrument. On doit condamner qui? Kagame
Tshisekedi, la réponse est non. Il faut donc qu'il y ait ces personnes, parce que je suis conscient d'un fait, c'est que, quel que soit notre degré de modernité, ce que nous considérons comme la modernité, nous restons typiquement africains. C'est-à-dire que le respect de l'aîné, le respect de nos doyens, le respect de nos sages. Ouais. Vous me voyez chaque fois que je fais un plateau avec le doyen parfait, donc je n'hésite jamais à dire doyen. Hors du plateau, je le traite toujours comme doyen. Parce qu'en réalité, je suis un pur Africain. Et je dois pouvoir respecter cela. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort, il y a une méthode d'approche, de conversation qui m'amènera à dire à mon aîné, écoute aîné, voici. Donc il y a des gens en Afrique qui sont respectés par Tshisekedi comme par Kagame. Ces derniers doivent se déployer. C'est l'heure de se déployer. Ils doivent se déployer. Ils ne doivent pas laisser nos frères, bien qu'ils soient présidents, tomber dans la manipulation. Parce qu'en réalité, si vous voyez, quand vous allez creuser dans le fond, les Américains soutiennent Paul Kagame. Ce sont eux qui alimentent, ce sont eux qui disent. Et en même temps, les mêmes Américains sont dans le Nord Kivu en train de piocher, de voler. Les mêmes Américains soutiennent Tshisekedi. Vous voyez un peu? À côté de ça, il y a, bon, ceux-là, on sait qu'ils sont dans tous les conflits, les Français qui sont aussi en train de tirer par-ci, par-là. Vous voyez, les Occidentaux, en réalité, ce que je veux vous dire, c'est que ce conflit, et je crois pour ma part qu'il sera évité, et il peut être évité, parce qu'il n'est pas important pour nous de dire à Tshisekedi, vous avez raison, monsieur le président, allez attaquer. Non, monsieur le président, vous n'avez pas raison d'attaquer, vous avez raison de discuter avec votre frère président Kagame. Parce que nous sommes des Africains, nous ne sommes pas des brutaux, nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des gens qui doivent éternellement être manipulés. Je suis d'accord qu'il a des positions claires qui défendent le peuple congolais. Ouais. C'est son rôle, il a eu le mandat de défendre et de protéger les Congolais. Même s'il faut passer par la violence, c'est son rôle en tant que président. Maintenant, est-ce normal de se lancer dans ce qu'on pourrait éviter? Ouais. Je pense pour ma part que le président Tshisekedi, il a toujours montré qu'il est un homme raisonnable. Et un homme à l'écoute. Pareil pour le président Kagame. Alors qu'est-ce qui les empêche de s'asseoir? Il s'agit de quoi? Aujourd'hui, le Rwanda a développé un certain nombre d'éléments qui montrent que le Rwanda peut vivre des services. Parce que, Madame Sike, n'oubliez pas, il y a quelque chose de très important et c'est là où les Occidentaux nous ont bien eu. Sachant qu'ils n'ont pas de ressources, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vivent de quoi? En dehors du pillage, des services. Et nous, en Afrique, nous ne pouvons pas vivre des services parce que nous n'en avons pas la qualité des services qui vont avec, qui peuvent permettre à un Israélite, à un Chinois de nous solliciter pour des services. Nous n'avons pas développé cela. Nous nous sommes restés focalisés dans la vente des matières premières et autres. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Rwanda doit savoir, dans sa projection de développement, qu'il peut se développer sans être utilisé comme une passerelle. Parce qu'en se laissant, depuis plusieurs années, utilisé comme une passerelle, c'est des familles qui périssent. C'est des hommes et des femmes qui meurent, qui n'ont pas demandé cela. Ils n'ont que demandé à vivre et à être protégés par leurs dirigeants. Donc nous pouvons, comme vous avez réussi à travers les médias et les panafricanistes et bien d'autres, à empêcher le conflit CEDEAO-Niger, vous pouvez aussi réussir à empêcher le conflit qui veut naître entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Parce que croyez-moi, vous êtes écoutés partout. Ils vous suivent, ils vous écoutent. Donc le plus important pour nous n'est pas de dire aux dirigeants tels, monsieur, vous avez tort, raison, allez attaquer. Non, nous avons besoin de ces dirigeants-là parce que nous avons besoin d'une Afrique solide debout. Une Afrique qui ne fait pas honte. Une Afrique qui se bat pour ses intérêts. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une armée africaine. Nous avons besoin d'une solidarité africaine qui puisse permettre à ce que l'Afrique se développe et se sécurise d'elle-même. Regardez ce qui se passe d'extraordinaire au Mali. 11 ans d'occupation. 11 ans, ou alors plus de 11 ans. Ben, il a suffi que les Français quittent, il a suffi que la MINUSMA parte en quelques jours pour qu'on puisse reconquérir un territoire de plus de 200 000 km², madame. Quand même. Et par les militaires maliens.
Ben, et vous avez vu il y a quelques jours, le Congo a commencé à demander le départ de la MONUSCO. Ben, c'est les pistes de solutions qu'ils vont aboutir, n'est-ce pas, à libérer ce Nord Kivu, qui est une zone très riche. Alors très riche, mais qui est exposée à ces violences à cause des prédateurs. Parce que la réalité, c'est quoi? À quoi c'est le diamant, la bauxite, l'or congolais? À qui c'est le pétrole congolais? À qui cela sert? Mais allons chercher vers là. À partir du moment où nous allons résoudre ces problèmes, parce que ce sont toujours des problèmes économiques, ben vous verrez que nos différents pays pourront vivre en paix. Merci à vous, Président Matomba. Alors, à sa suite, patient Parfendum. Finalement, le problème est peut-être abordé par le mauvais bout, parce qu'on rappelle, vous avez tous les deux, bien évidemment, fait mention de cette l'implication peut-être des États voisins, des dirigeants voisins. On rappelle quand même que le président Ndayishimiye du Burundi avait été sollicité comme facilitateur. Il avait réuni, il y a eu plusieurs rencontres entre ces différents dirigeants. Le président João Lourenço de l'Angola également avait été sollicité une fois de plus comme facilitateur, mais jusqu'à présent, rien n'a donné, ça n'a pas donné entre les deux États. La situation va de mal en pire. Alors, on attrape le problème par le mauvais bout, ou alors on a peur d'affronter les véritables ou de dénoncer ceux-là qui sont véritablement la cause de ce conflit. D'abord, écoutez, c'est pas faire de la de la flagornerie. Oui. Laissez-moi vraiment appeler ça sa juste valeur, la brillante démonstration du président. Je ne sais pas ce qu'il a mangé cet après-midi, mais avec une niaque. Comme un vrai combattant. Oui, peut-être comme on table juste tout à l'heure. Voilà, peut-être. Bon, non, en fait, c'est pour dire qu'il a été justement pertinent. Oui. Un point de vue de développement qu'il vient d'effectuer, et on entre dans le cœur du jeu. Ouais. Ce sont des questions de comment on fait pour s'accaparer de vos richesses. C'est ça la question de manière prosaïque. C'est ça le nœud de problème. Oui. C'est ça le nœud de problème. Vous avez des richesses, nous les voulons, mais pour qu'on puisse les prendre à vil prix, il faut qu'on crée le chaos chaud. Tant qu'il y a le chaos, nous, on va continuer à se servir aisément. Il y a un produit, il faut le dire, dans le Nord Kivu est l'une des zones par excellence où on peut trouver ce produit. Oui. C'est le coltan. Il n'y a nulle part dans le monde un marché international où le coltan est coté en bourse, où il est vendu. C'est devenu un produit de contrebande. Mais il rentre dans la fabrication de presque tout ce qui est électronique et high-tech aujourd'hui. Tout. Donc, toutes les grandes entreprises, les BIC là, Oui. même dans la téléphonie, dans la fabrication des téléphones mobiles, c'est le sang des Congolais. Ils s'enrichissent sur le sang des Congolais. Et l'un des espaces où ils ont estimé qu'ils peuvent se baser, ils peuvent s'asseoir pour continuer ce trafic de contrebande, c'est Kigali, c'est le Rwanda. Donc, ils vont continuer à entretenir ce flou de telle manière que les Africains continuent de mourir dans le ventre de la terre pour chercher ces petits cailloux. C'est comme ça que ça se présente, ce minerai. Eux, ils vont s'enrichir. Donc, ils n'ont aucun intérêt qu'il y ait la paix entre ces deux pays. Le président s'est attaqué, n'est-ce pas, au complexe militaro-industriel en cas de guerre. Et il fabrique les armes. Alors, nous parlons, leur industrie est en train de tourner. Ils sont en train de fabriquer les armes. Et ils disent, mais c'est trop calme. Il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'on trouve un débouché. C'est ça, ils sont allés chercher les débouchés. Donc pour eux, cette déclaration du président Tshisekedi, mais ça agit comme du calme. Ouais. Ils sont heureux. Enfin, ça bouge. Ne vous étonnez pas que même les traders soient déjà en train de faire des propositions aux deux États sur les nouveaux armements très sophistiqués qui peuvent faire la différence en cas de conflit. Les institutions de l'ONU, mais il n'y a pas que la MONUSCO, mais il y a tous les différents démembrements et ONG qui viennent faire dans l'humanitaire. C'est là où vous découvrez des choses incroyables. Et les Croix-Rouges, et les CCO, et les trucs, il a cité le PNUD, mais oui. Même les trucs, le programme alimentaire mondial, ceci, cela, toute cette organisation-là, ça dit que
leur résistance est basée sur notre misère. C'est notre misère qui justifie justement leur présence. Avec les grands départements qui sont basés dans les bureaux de l'ONU à New York, mais même des démembrements avec des fonctionnaires qui s'enrichissent, n'est-ce pas, sur le sang et la misère des Congolais. Des Africains en général. Pas que les Congolais. Alors, c'est là où donc vient donc la question vraiment des patriarches. On a encore quelques-uns dans le continent. Vous citez Ndayishimiye. Monsieur Lorenzo, quand même, de l'Angola aussi. Oui, mais... Lorenzo, Ndayishimiye. C'est quand même la zone. Non, oui, mais c'est pas des voix fortes, madame. C'est pas des voix fortes qui peuvent... Le Burundi est assez proche, quand même, du Rwanda. Vous savez que le conflit... Ce n'est pas la proximité. C'est pas la proximité qui compte. La Grande Royale. C'est les voix fortes. Que quand ces voix fortes parlent et appellent les deux protagonistes, ils viennent comme si c'est un père qui les avait appelés. Et il leur dit, asseyez-vous. Qu'est-ce que j'entends? Monsieur, vous ne sortez pas de cette pièce tant que vous n'avez pas trouvé une solution à la mienne pour régler ce problème. Mais voici la proposition que je vous fais. Commencez à travailler sur cette base de travail. C'est ça qu'on attend des partenaires en Afrique. Oh, il y en a. Et qui sont très respectés d'ailleurs. Mais malheureusement, dont l'entourage n'est même pas suffisamment en valeur. C'est ce que nous disons. Et on ne les a pas... Des gens de cette trempe, vous ne les avez pas tout le temps avec vous. C'est une chance qu'on a. Ce qui peut paraître comme des difficultés, on se bouffe les dents, on a du chagrin parce que peut-être son âge ne permet pas l'accélération de certaines choses. Mais pour d'autres questions, comme cette question-ci, son âge, c'est de l'or. C'est de l'or. C'est un sésame incroyable. Donc il faut qu'ils agissent. Parce qu'on ne peut pas entendre des gens, les sons des lignes, n'est-ce pas, sur des maquettes et sur des sables, et vous êtes un aîné dans le village et vous n'agissez pas. C'est de votre responsabilité aussi. Donc je crois que on ne peut pas attendre une quelconque réponse, n'est-ce pas, indiquée dans le sens de la paix venant ni de l'ONU, on l'a démontré pourquoi, ni de la prétendue communauté internationale autoprogrammée, on l'a démontré pourquoi. Bon, l'Union africaine. L'Union africaine également. On voit bien qu'il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, parler à Kagame ou bien à Tshisekedi. Voilà. Donc, qu'il n'ait pas peur. Parce que les gens qui fabriquent des armes peuvent dire que bon, comme tu veux montrer que tu es très intelligent, on va te montrer comment on va essayer de te déstabiliser. Ce n'est pas ça. À cet âge-là, on n'a plus peur. On agit. Et c'est ce que la prospérité va retenir plus tard. Je vous donne... c'est très intéressant. Souvent, on parle de nos pays et on reste confiné uniquement à nos pays. Alors que les dirigeants de nos pays devaient avoir un aura qui va au-delà. Parce que quand on évite une guerre comme celle qui est en train de mijoter là-bas sous cap sous le basson entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ce sont des milliers, j'allais dire des millions de vies que vous avez sauvées. Et ça, c'est plus grand que tous les prix Nobel que vous pouvez recevoir. C'est très important. Donc, je prenais l'exemple de ce dirigeant sud-coréen, dont le nom m'échappe souvent, qui était... mais parfait, si je veux juste ajouter de l'eau à ton moulin, espérant que tu ne vas pas écraser longtemps, il y a un conflit qui a été évité entre le Nigeria et le Cameroun. Sur la péninsule de Bakassi. C'est pour cette raison que vous allez voir, aujourd'hui, le président Obasanjo est considéré par les Camerounais et par les autorités camerounaises comme un des hommes les plus importants du Nigeria. Le président Obasanjo pouvait décider d'aller en guerre contre le Cameroun. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté ceux qui l'ont appelé autour de la table. Le président Paul Biya en a fait pareil. Et ils se sont assis autour de la table et ils ont résolu un problème qui pouvait être géré par les armes différemment. Même si après, bon, ils sont allés dans des endroits où ils ont signé je ne sais quoi, pour, selon le droit, pour que voilà, les différents territoires puissent être respecter leurs limitations. Donc, mais c'est pour dire que avant d'y aller, ils ont écouté. Il y a eu des doyens qui se sont levés.
qui ont parlé à ces derniers, qui leur ont dit un conflit armé entre vos deux États, ce n'est pas le problème de qui va gagner, qui est fort, qui n'est pas fort, peut être évité. Et ils se sont mis à la table de l'écoute. C'est ce que nous demandons à ces derniers. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus important pour nous de dire Tshisekedi a raison, Kagame a tort. C'est attiser la guerre, c'est jouer le jeu de ceux qui ont des intérêts pour qu'il y ait guerre. C'était juste une parenthèse. Non, mais c'est exceptionnel, c'est très important comme contribution. Non, je disais, là, d'ailleurs, pour le Cameroun, ce fut les accords de Green Tree après. Mais ce qu'il faut dire, c'est parce qu'une certaine élite nigériane n'avait pas du tout été satisfaite du verdict du tribunal, n'est-ce pas, sur la question. Et parmi ces élites, un certain Wole Soyinka. Attention, les gens que vous voyez là, souvent bardés de diplômes, du aura, machin, c'est eux qui sont sur les plus cons quand il s'agit de régler les problèmes qui concernent les humains. Wole Soyinka, il n'a jamais accepté ce verdict-là concernant la péninsule de Bakassi. Bon, maintenant, les accords de Green Tree, c'était quand même de dire au Nigeria, vous avez cette perdue, mais justement, nous sommes les Africains, on ne va pas vous humilier, ni bien vous avaler, d'où la délimitation de cette frontière qui parle de l'océan Atlantique jusqu'au niveau de la Tchad. Vous voyez, mais avec des aménagements qui font que le Niger n'est pas sorti de là humilié. Donc c'est très important. Donc je dis que ce leader sud-coréen, on l'arrête, après l'ouverture démocratique, le vent de l'Est, comme vous avez appelé. Oh, c'était un dictateur, il avait tué les gens, il a massacré les syndicalistes, etc. Au procès, son avocat vient et dit, il n'y a pas un problème. Je voudrais seulement qu'on fasse une comparaison en termes d'audit. Où était la Corée du Sud avant que ce type n'arrive au pouvoir? Où est la Corée du Sud au moment où il part du pouvoir? Vous me faites l'évaluation et donnez-nous les résultats. Vous savez ce que le tribunal a décidé? On a demandé au juge de rentrer sur le point final. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'à un moment donné, il y a des concessions qu'il faut faire dans la vie d'une nation, comme dans la vie, je ne sais pas, d'une communauté, d'un individu. Il y a des concessions qu'il faut faire parce que ce que vous avez à protéger est plus important que le verdict à tout prix que vous voulez rendre pour donner tort ou bien raison à l'un des protagonistes. Et ce message-là est adressé au président Tshisekedi comme au président Kagame. C'est ce que le président Matomba a dit en d'autres termes, avec d'autres mots, ici tout à l'heure. Nous sommes pour la paix. Chers dirigeants, asseyez-vous et discutez, comme disait Gbagbo. Asseyons-nous et discutons. Et nous allons forcément trouver, n'est-ce pas, un terrain d'entente. Moi, j'avais une proposition dans ma petite tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qui peut coûter? Bon, si c'est qu'ils écartent des tantôt, les deux, ça il crée une société qui fait une bonne chose. Ils vendent, c'est le quota qui pose problème. Ils le vendent ensemble sur le marché international et se partagent les bénéfices à condition que l'ensemble de ces bénéfices reviennent dans les programmes sociaux pour les populations de tous ces coins-là. Non, chaque pays a sa limitation. Oui. On ne peut pas vendre ce qui appartient à notre pays. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Président Matomba. Tu sais, j'étais dans un pays frère qu'on appelle la Guinée équatoriale. La principale ressource, c'est quoi? C'est le pétrole. On peut même prendre le cas de Tchad. Je pose une question idiote. Est-ce que vous pensez sincèrement que s'il y a une nappe de pétrole à Doba, il n'y a pas de pétrole de côté camerounais? Camerounais, c'est ça, tout à fait. S'il y a le pétrole dans la faille du mont Cameroun qui va en mer, là, du côté de la Guinée équatoriale, il n'y aurait pas de côté Cameroun. C'est vrai. Donc tout le monde fait jouer le mauvais jeu. À cause, pourquoi alors? Donc ce n'est pas. Si tu as eu un peu, tu dis mon voisin, pour ne pas trop t'embêter, je vais te donner les 1/5 de ma production pour que toi aussi tu essaies. C'est ça l'Afrique. C'est ce que nous disons. Quand moi je parle de l'unité politique de notre continent, je veux que l'Afrique soit dans cette conception de la solidarité. Il ne faut pas dire que, bon, comme c'est pour moi, nous sommes 1 million, nous allons nous enrichir seuls, vous restez là-bas avec votre merde, vous créez des conditions pour que vous ne soyez jamais en paix. Et tout le monde le sait. Ce qui se passe au nord que vous, pire encore, c'est qu'il y a des peuples et des populations ici, du Rwanda, qui vous disent qu'ils sont au Congo depuis 200, 300 siècles, et 3 siècles.
200 ans, 300 ans, et qui ne comprennent pas au nom de quoi l'État central qui est à Kinshasa doit venir donner des directives, n'est-ce pas, qui sont contre les propres intérêts au niveau de Kivu. Il y a cette problématique aussi. Donc je crois que c'est des questions que je suis peut-être allé à la va-vite parce que je n'ai pas le temps de développer, on n'a pas tout le temps avec nous. C'est des questions très très délicates qui demandent une réflexion approfondie des deux camps, parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi aujourd'hui les gens continuent de se faire la guerre, de s'entretuer sans qu'on ne comprenne pourquoi. C'est après que j'ai découvert qu'il y a une organisation des natifs Tutsis, mais nés au Congo, qui n'acceptent pas les décisions du pouvoir central de Kinshasa et qui décident que autant mourir tous que d'accepter que nous soyons, n'est-ce pas, des citoyens de seconde zone dans la terre que nos parents ont occupée depuis 2 ou 3 siècles. Donc ça pose ce genre de questions aussi. Donc je crois sincèrement que ce que je retiens de la brillante intervention du président et que j'ai validé et apporté ma petite pierre, nous voulons la paix. Et nous voulons la paix et les Africains sont capables de faire la paix entre eux sans qu'il n'ait besoin, n'est-ce pas, d'une quelconque main, d'un quelconque go-between venant de l'extérieur, parce que nous savons très bien que pour ces gens-là, ce qu'ils souhaitent pour nous, c'est que ce soit le chaos organisé, le chaos généralisé et le chaos contrôlé pour qu'eux, ils continuent de piller nos ressources pour le bonheur de leur propre population et de leurs propres élites. Merci à vous, Patient Parfendon, pour sortir de cette thématique avant d'aborder la seconde, Président Matomba. Oui, Madame Siké, il ne faut pas perdre de vue quelque chose de très important. La carte de l'Afrique, représentée dans la carte du monde, ça présente l'Afrique comme un point. Oui. Pourtant, l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Il y a combien de continents qui ont 30 millions de kilomètres carrés que vous connaissez? Mais alors, quand vous regardez la carte du monde, c'est un tout petit point qui représente la carte de l'Afrique. Et puis, ça nous renvoie à quoi, Madame Siké? Pourquoi je suis revenu dessus? C'est parce qu'en fait, il faudrait bien qu'un jour, nous puissions nous asseoir pour nous expliquer en nous-mêmes comment la délimitation de nos pays ont été faite. Vous avez dans chaque pays, avec le voisinage, des familles des deux côtés. La division administrative de nos pays ont été faite comment? Le doyen parlait des populations Tutsis qui vivent au Congo depuis 200 ans. Bon, vous expliquez à ces populations-là qu'elles ne sont pas sur leur territoire. Comment? Vous voyez là, on a un autre problème. La délimitation administrative de nos États. Sur quoi on s'est fondé pour diviser nos États? Mais alors nous avons une solution pour résoudre ce problème, parce que la solution est unique. On doit créer un État africain. C'est tout. Un État africain qui doit avoir certainement des fédérations. Madame Siké, ce type de problème sera effacé et oublié. Parce qu'en réalité, ces conflits naissent de quoi? Parce que outre le fait que nous sommes vulnérables et utilisables, manipulables, mais nous devenons vulnérables parce que nous ne comprenons pas pourquoi on doit venir nous dire que notre village n'est pas notre village. Et là, nous cédons. Parce qu'en fait, celui qui vient nous dire, on lui a dit de limite le terrain là. À moi, on vient dire pourquoi on veut te chasser de ton propre terrain. Et on me donne les moyens de me défendre. Je me défends contre celui à qui on a dit, mets la limite, dessine la limite du territoire. Vous voyez, on nous a instrumentalisés à deux. Nous sommes dans une guerre. Moi, je ne veux pas partir parce que c'est mon droit. C'est légitime. C'est pour cette raison que, Madame Siké, il faut toujours dire ces histoires. C'est trop facile pour nous. Je dis bien trop facile, même dans l'analyse, de dire que le Rwanda a tort ou la RDC a tort, a raison. C'est trop facile, même pour nous les analystes. Parce qu'en réalité, nous cédons à ce que l'oppresseur veut. Le manipulateur veut. Et il nous utilise sans que nous puissions nous rendre compte. Voilà, Kagame a ouvert le Rwanda à tous les Africains. Il dit, venez sans visa. D'aucuns vous disent tout de suite, non, c'est pour faire bonne figure auprès des Africains. Mon Dieu, allez-y. Si c'est seulement pour faire bonne figure, allez-y.
Au Sénégal, vous entrez presque sans visa parce que les visas, on vous les donne, mais vous ne les payez pas. Le Kenya a ouvert sans visa. Le Bénin, depuis. Vous avez ces pays-là qui le font. Bon, d'accord, c'est pour faire bonne figure, mais c'est pour permettre aux Africains de circuler librement. Pourquoi n'allons-nous pas vers une solution qui puisse rendre les Africains, non seulement démontrer que le marché africain est le plus important, mais démontrer que l'Afrique est le continent le plus prospère et le plus riche. Ça commencera par cette suppression, n'est-ce pas, des visas et autres de circulation dans l'Afrique. Et bien d'autres choses. Allons vers la création d'un État. Je le dis encore, je n'ai pas la force qu'il faut. Le doyen parfait d'homme n'a certainement pas la force qu'il faut. Si nous avions la force, nous aurons appelé le président Tshisekedi et le président Kagame. Nous les aurons dit, frères, pas autrement. Frères, il s'agit de nous là. Il s'agit de nos enfants. Parce qu'en réalité, si la RDC est développée jusqu'au nord, Kivu et autres, ça profite à qui? À tous les Africains qui ne sont pas aux Congolais uniquement. Ne perdez pas de vue qu'au Congo, il n'y a pas que des Congolais. Tout à fait, tout à fait. Au Rwanda, il n'y a pas que des Rwandais qui vivent. Il y a les Africains. Ce sont les Africains. Nous subissons déjà ailleurs. Comment venir subir encore sur notre propre territoire? Jusqu'à quel niveau allons-nous laisser, n'est-ce pas, nous manipuler de la sorte? On voudrait que nous puissions dire c'est tel et tel qui a tort. En réalité, aujourd'hui, nous devons dire à nos frères, présidents qu'ils sont, ils restent nos frères et il est peut-être temps que s'il n'y a pas de personne qui puisse leur parler, qu'ils s'asseyent à deux. Doyen, nous devons marteler dans ce discours, amener les uns et les autres à comprendre que nous devons poursuivre cela jusqu'à ce que les deux s'asseyent et parlent et résolvent le problème qui perdure depuis des centaines, des dizaines d'années. Ce sont des familles qui meurent. Vous n'imaginez même pas les souffrances des familles dans ces zones-là. Je ne vous les fais pas. C'est-à-dire que vous avez juste une image, mais vous n'imaginez pas ce que les gens vivent. Mais lorsque ces derniers sont élus, c'est pour sécuriser le territoire et les biens et les personnes. Tout à fait. Permettre à ces derniers de circuler. Donc il est temps. Nous avons des doyens africains là, qu'ils se lèvent s'ils ne sont pas écoutés. Qu'ils passent vers ceux qui peuvent être écoutés. Moi je sais personnellement que Kagame, le président Kagame, écoute. Et il y a des personnes que le président Kagame écoute. Est-ce que nous sommes allés vers ces personnes? Est-ce que ces personnes sont assez sensibilisées? Le président Tshisekedi écoute. Ça je le sais personnellement. Et aujourd'hui, plus que jamais, ces deux présidents sont alertés sur les complicités des Occidentaux contre l'Afrique. Nous pouvons voir dans leurs réactions. Tout à fait. Mais est-ce que c'est à eux de céder à la manipulation encore au point de déclencher des hostilités, une hostilité armée entre les États? Je pense que non. Mais je crois que nous avons aussi un rôle. Ne nous estimons pas trop petits. Vous avez vu, la plupart des panafricanistes dans le monde se sont mobilisés. Il n'y a pas eu de guerre au Niger. Au Niger, tout à fait. La plupart. Et si la plupart se mobilisent encore aujourd'hui, il n'y aura jamais de guerre entre le Congo et le Rwanda, mais ils seront sur une table et ils vont, n'est-ce pas, résoudre le problème de façon définitive. Et ces peuples vivront dans une bonne harmonie. Mais mieux, nous devons nous associer, peser de l'autre voie pour qu'il y ait la création, n'est-ce pas, de l'État africain qui pourra donc avoir des fédérations un peu partout. Merci à vous, Président Matomba. Sans transition, la dernière thématique, d'ailleurs on fera un seul tour de table là-dessus. On parle de cette saisine de l'Afrique du Sud au niveau de la Cour pénale internationale. Alors, l'Afrique du Sud qui a déposé jeudi une plainte auprès du bureau du procureur Karim Khan qui vise le gouvernement israélien. Cyril Ramaphosa, lui qui est donc à l'origine de cette saisine, c'est le président sud-africain. Il exige une action de la haie face aux crimes de guerre commis à Gaza par les offensives israéliennes. Vous l'avez compris, c'est bien sûr le conflit israélo-palestinien, cette réaction d'un État africain qui va saisir la Cour pénale internationale. L'Afrique du Sud qui prend vraiment clairement position au moment où, on le sait, dans le bloc occidental, le soutien est bien sûr dirigé vers Israël. Alors, est-ce qu'il ne va pas s'attiser d'autres guerres ou d'autres attaques face à cette situation? De toutes les façons, analyse avec nos invités, Passion Parfendo.
D'abord, nous sommes très heureux que Oui. cette solidarité envers le peuple palestinien Oui. a été exprimée à ce niveau par le président Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa, oui. C'est dans l'histoire des relations entre les deux peuples, entre le peuple palestinien et le peuple sud-africain. Ok. Dans les moments les plus difficiles de l'apartheid, Ok. le peuple palestinien a toujours été aux côtés de l'Afrique du Sud, aux côtés du peuple noir d'Afrique du Sud, pour exiger la fin de l'apartheid et pour exiger justement la libération de Nelson Mandela. Et nous nous souvenons tous à la libération de Nelson Mandela lors de ce grand meeting de remerciement aux peuples qui ont soutenu l'Afrique du Sud dans cette dure épreuve. Il y avait deux invités qui ont gêné l'Occident. Oui. Il s'agissait de Yasser Arafat, le leader de l'OLP, et de Muammar Kadhafi. Il y a donc un petit blanc-bec, je crois, Cameroun, qui a eu, si je ne me trompe pas, c'est pas Cameroun, c'était son prédécesseur, Tony Blair, qui a eu la maladresse d'aller dire à Mandela qu'il était hors de question, et je crois même que Bush aussi, d'inviter aussi deux criminels. D'abord, ils étaient trois. Il y avait Castro, Kadhafi et le leader de l'OLP, le leader palestinien, Yasser Arafat, de regretter mémoire. Et Mandela, de leur répondre. In those darkest days, dans ces moments sombres, Oui. ces gens-là, ils étaient à nos côtés au moment où, pour vous, moi j'étais un terroriste. Donc, ce lien historique-là, Oui. Cyril Ramaphosa a su. On comprend pourquoi il allait au-delà de la condamnation. Mais bien sûr, Oui. mais parce qu'il faut aller au-delà de la condamnation. Oui. Mais maintenant, sur le plan purement politique, Oui. il faut souvent, nous sommes très violents vis-à-vis de nos dirigeants sur certaines décisions, mais ne comprenons pas que la politique, c'est ce que j'ai souvent avec nos internautes qui appellent, a aussi ses ruses. Vous vous souvenez lors du sommet qui s'est tenu de BRICS en Afrique du Sud? Oui. Parce que l'Afrique du Sud, signataire du traité de Rome, et parce que la Cour pénale internationale avait lancé un mandat d'arrêt contre Monsieur le président Poutine, Oui. on a vu comment le président Poutine n'a pas pu s'y rendre et Tout à nous fait. avons déclenché notre ire contre le président Ramaphosa en disant pourquoi il faut. Il a dit ok, le président Poutine ne viendra pas, la non se tiendra. Maintenant, il profite donc du fait que lui, il a respecté les clauses du traité de Rome, donc de la CPI, en n'invitant pas le président Poutine chez lui. Donc, il est qualifié aujourd'hui de demander à la CPI d'agir face à ce génocide qui est en train d'être perpétré par l'État d'Israël contre les pauvres Palestiniens à Gaza et même à Cisjordanie déjà. C'est ça qui fonde sa démarche sur le plan politique et diplomatique. C'est de prenez vos responsabilités. Vous avez fait tellement de bouquins sur la prétendue visite du président Poutine chez moi Oui. que maintenant vous êtes là face à vos responsabilités. Prenez-les. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté le procureur Karim Khan venir, n'est-ce pas, à la sortie de Rafah, entre l'Égypte et Israël, tenir des discours inaudibles. Non. C'est le moment pour la CPI de lancer des mandats d'arrêt contre M. Benjamin Netanyahu et tous ses généraux. C'est comme ça que ces CPI, c'est l'annonce de crédibilité, pourra paraître crédible aux yeux des gens. Sinon, le président Ramaphosa est en train de la pousser à la faute pour démontrer qu'effectivement, votre justice là, elle a géométrie variable. Votre justice là, elle a à tête chercheuse. Toutes vos courroux, vos démonstrations de la loi, du respect des droits humains, c'est quand ça regarde les gens qui ne sont pas dans votre camp. Sinon, on ne peut pas comprendre que cette CPI se contente de déclarations à minima aujourd'hui sur ce qui se passe à Gaza. Je vous rappelle, ma chère amie, que nous sommes déjà à presque 12 000 morts. Oui. Donc près de la moitié qui sont constitués des enfants et même des bébés. Oui. Nous ne sommes plus à une riposte pour punir le Hamas. Okay. C'est une vengeance contre le peuple palestinien que M. Netanyahu a lancé. Et ça, aucun peuple, surtout pas les Africains, surtout pas les panafricains qui savent ce que c'est la souffrance
de l'exclusion, de l'apartheid, de l'esclavage, de la colonisation. Rester muet face à ce qui se passe à Gaza ne fait pas de nous de véritables successeurs et héritiers de nos dignes prédécesseurs qui se sont battus, dont certains n'ont pas eu de sépulcre, d'autres les corps ont été bouffés par des requins en plein mer, ça fait des siècles, et d'autres pendant la colonisation, ils ont été pendus, empoisonnés, assassinés, violentés. On ne peut pas se taire. Donc nous disons à l'Afrique du Sud, merci d'avoir pris vos responsabilités, parce que si vous étiez sorti de la CPI, vous n'aurez pas eu aujourd'hui. Vous voyez comment l'histoire nous apporte des ruses. Vous n'aurez pas eu tout le poids qu'il faut pour danser, n'est-ce pas, la CPI et leur demande de prendre leurs responsabilités. Donc pour moi, c'est du tout bénéf. Et là, ça monte au-delà des Africains que nous sommes, à l'ensemble du monde. J'écoutais encore le président indonésien qui disait à Biden, attention, il faut demander à ton chien qui a beau là d'arrêter. Parce que ce qui va se passer, c'est que nous-mêmes, nos opinions en interne, ils vont venir par bousculer nous qui sommes vos amis. Macron est en visite en Suisse. Il fallait voir les manifestations contre Macron en Suisse pour son soutien à Israël. Donc je crois que, excusez-moi, c'est quelque chose de fantastique. En fait, j'ai voulu démontrer que un événement peut se produire. On juge négativement nos chefs d'État parce qu'ils sont enfermés dans une cage. Mais pour un autre événement, utiliser cette position que les enfants dans cette cage-là pour justement mettre en difficulté, n'est-ce pas, ces organisations et ces structures dont nous savons pertinemment qu'elles n'ont pas été créées ni pour rendre justice, ni pour dire la vérité, ni pour que, enfin, l'humain soit au centre des préoccupations de ce monde. La CPI face donc à ses responsabilités après cette plainte de l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël. Président Matomba, votre analyse? C'est une honte, Madame Siké, que il faille saisir la CPI pour qu'elle puisse agir. Pourquoi? Là, on parle de crime, on parle de génocide. Oui. La CPI devrait se saisir d'elle-même. Mais jusqu'à présent, elle ne s'est pas véritablement saisie, elle fait une sorte de communiqué autre. Même si on sait que la démarche du président Ramaphosa représente une symbolique. Pourquoi symbolique? Ça aurait été quelque chose de pertinent si la CPI allait non seulement recevoir sur la forme, mais sur le fond et traiter de la question véritablement conformément à la plainte du plaignant qu'est, n'est-ce pas, l'Afrique du Sud, ou Ramaphosa. Oui. Mais on sait que la CPI ne fera rien. Parce qu'en réalité, la CPI, c'est un tribunal qui est créé pour les Africains et puis pour quelques Asiatiques. C'est pour cette raison que je parle d'une démarche symbolique. Mais alors, il faut aller et il faut bien observer le comportement de Cyril Ramaphosa et de certains chefs d'État africains depuis un moment. D'abord, vous savez que jusqu'en janvier, là, qui arrive, l'Afrique du Sud est le seul pays qui fait partie des BRICS. Tout à fait. En janvier, vous avez deux autres pays qui vont entrer, l'Égypte et puis l'Éthiopie. Mais pour l'instant, c'est l'Afrique du Sud. Et curieusement, à la dernière assemblée générale de l'Union africaine, qui était organisée, bien évidemment, je veux dire, pas au sommet des BRICS, autant pour moi, l'Afrique du Sud a... Non, de l'Union africaine. Pourquoi je me trompe? De l'Union africaine. En Éthiopie, l'Afrique du Sud fait partie des acteurs qui ont pesé pour que la Palestine soit invitée. N'oubliez pas que la Palestine était invitée au sommet de l'Union africaine. Et Israël est arrivé, s'est invité et on les a déclarés non grata. On leur a même demandé de partir. La délégation a été chassée. Tout à fait. La délégation a été chassée parce qu'elle s'est invitée d'elle-même en disant que si on invite la Palestine, pourquoi elle... Mais là, la démarche de l'Afrique du Sud, je ne dirais pas que c'est un allié fidèle, mais c'est plus que fidèle. Ceux qui m'ont soutenu hier dans mes moments difficiles restent mes amis pour aujourd'hui et demain. Je ne saurais les abandonner parce qu'aujourd'hui, je jouis d'une certaine aisance ou alors d'une certaine, je ne sais pas,
comment le dire, je ne suis plus en difficulté. Oui. Bref. Et vous voyez que la Palestine a toujours été aux côtés des Africains et les Africains retournent, n'est-ce pas, l'ascenseur à la Palestine. Regardez, certains ont très peur de se prononcer contre Israël, certains chefs d'État, mais il y a plusieurs chefs d'État qui ont pris fait et cause pour la Palestine depuis le début de cette histoire. Effectivement. Et qui demandent, n'est-ce pas, de créer, de reconnaître la création de deux États. Ouais. Ils ont commencé cela à l'ONU avant même cette dernière crise. Ouais. Ils ont dit sur la tribune des Nations Unies, il faut reconnaître, ils ont reposé le problème palestinien. Ils étaient à Cuba, ils ont reposé le problème sur la table. Ils sont allés aux Nations Unies, ils ont reposé le problème sur la table. Donc vous voyez qu'il y a une sorte... Parce que la Palestine, les Palestiniens vivent plus ou moins ce que les Africains vivent. Ouais. Il y a le déni d'existence. On estime qu'eux, ils n'ont pas le droit d'exister. Donc, ils peuvent être faits pour chair à canon, ils peuvent être utilisés comme vous voulez, ils peuvent être détruits. Madame Siké, si un voleur vous attaque un jour, je ne sais dans quel pays, bon, ça c'est... Et qu'il vous attaque les mains nues, vous répondez avec une arme en tirant sur lui. Lorsque vous allez au tribunal, vous savez que vous serez plus poursuivi que le voleur. Vous savez pourquoi? On vous dira que votre défense a été disproportionnée à l'attaque. Oui, disproportionnée. Une réponse disproportionnée à l'attaque. Bon, allons-y donc constater nous-mêmes. D'accord, admettons même que les Palestiniens ont attaqué Israël. Admettons. Parce que là encore, le scénario qui nous est présenté ne dit pas que, ne nous prouve pas que c'est le véritable scénario de ce qui s'est passé. Oui. Quand vous contrôlez les médias mainstream, vous contrôlez tout, vous êtes capable de dire qu'on vous a attaqué, pourtant on vous a pas attaqué. Vous êtes capable de dire et puis les gens avalent. Allons même sur la possibilité d'une attaque de la Palestine contre Israël. Vous pensez que la réponse là est proportionnée à l'attaque? Ce qui se dit là. Donc même dans les tribunaux, on vous dira que non, votre défense ou vos agissements étaient disproportionnés à l'attaque. Donc il est inadmissible. Et je pense que pour le sens même, le bon sens, supporter ce que Israël est en train de faire contre la Palestine voudrait tout simplement dire que vous acceptez que l'inégalité s'installe et se vive et que personne n'a le mot à dire tant que les forts peuvent décider. Pourquoi vous avez donc créé la démocratie si c'était une question des forts et les faibles? Puisque la démocratie, c'est quoi au juste? Ben, c'est un débat. Moi, je qualifie la démocratie comme une affaire des riches. Je mange, tu manges, on peut discuter aisément. Si je mange, tu as faim, on discutera de quoi? Tout ce que je vais dire, tu vas acquiescer. Parce qu'en réalité, si tu n'acquiesces pas, je te coupe les vivres. Tout à fait. Donc là, quand on parle de démocratie, en fait, on dit le pouvoir égal, les hommes sont égaux, dans ces conneries-là. Mais est-ce que c'est ce qu'on vérifie, Madame Siké? Là, on est dans le pouvoir du fort. Le fort dicte, comme le fort écrit l'histoire. Comme le fort impose les limitations des pays. C'est ce qu'on est en train de vivre. Les Nations Unies servent donc à quoi? D'accord. Le président Ramaphosa a entamé la démarche que nous espérons prospère, même si nous ne perdons pas de vue qu'elle restera symbolique, mais c'est une symbolique forte. Tout à fait. C'est une symbolique forte qui montre au peuple palestinien que vous n'êtes pas seul, qui montre au peuple palestinien la solidarité, non seulement de Pretoria, de l'Afrique du Sud, mais des Africains. Parce qu'en réalité, d'autres ont juste peur de leur mentor et ne peuvent pas se prononcer contre le conflit. Et regarde sans rien dire. Mais à force de regarder sans rien dire, nous sommes morts depuis. Ben, c'est en Afrique qu'on dit une ampoule grillée n'a pas peur du coup-circuit. Si nous sommes morts depuis, de quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Donc il est important de dire que oui, c'est une démarche qui est à saluer. Mais allons-y voir si la CPI ne confirmera pas juste le fait qu'elle soit un tribunal des Africains et de quelques Asiatiques. Parce que, Madame Siké, n'oubliez jamais, lorsqu'elle s'intéresse au problème des Américains, les Américains leur disent, stop, arrêtez là-bas. Même les Français s'intéressent par leurs problèmes.
les Européens, regardez bien ce qui se passe de ce côté-là. Peut-être l'Europe de l'Est là-bas et tout. Et attention, ce n'est pas les pays qui appartiennent aux 27. Là encore, même lorsqu'on parle de certains pays européens, ce n'est pas les pays qui appartiennent aux 27, c'est-à-dire à l'Union européenne. Oui. C'est quoi l'existence de ce tribunal qui a des cibles et qui ne peut pas s'auto-saisir d'un cas comme celui d'Israël et la Palestine lorsque ça devient beaucoup plus grave? Personne ne se prononce, on se tait, on regarde. C'est des animaux qui meurent de ce côté-là. Aucune vie n'est à négliger, Madame Siké. Toutes les vies sont importantes. Et d'ailleurs, nous, en tant qu'Africains, nous savons ce que c'est que la vie. C'est pour cette raison que nous respectons la vie. Merci à vous, Président Matomba. Jusqu'où ira cette plainte déposée par l'Afrique du Sud, bien sûr, via le président Cyril Ramaphosa? De toutes les façons, on en saura un peu plus. Est-ce que la CPI va réagir à la suite de cette saisine? On n'en sait rien, on verra. Alors, c'est la fin de cette édition du Point sur l'actualité, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Et vous le savez, les programmes sont en continu sur votre télévision, votre média panafricain, For You Media Africa. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.